Donc, je vois 160 participants. Ça continue à monter. Vous êtes très nombreux. On en est très heureux. Donc, voilà. Vous êtes une minute top chrono pour laisser le temps à cette presque 200 de participants de nous rejoindre. Je me présente, Frédéric Lapointe. Vous voyez mon nom dans la fenêtre. Bienvenue à ce webinaire format massif. Format massif qui explique que vous n'avez peut-être pas accès à un écran semblable à ce à quoi vous êtes habitué. Il s'agit d'un Zoom, d'une licence différente, justement, pour accommoder le caractère massif de la participation. Donc, il sera possible d'intervenir, il est possible de poser des questions, mais il faudra le faire soit en levant la main et en étant appelé par les co-animateurs de la rencontre ou de poser vos questions dans la zone clavardage. Et là, il y a une équipe de rêve qui est avec nous ce matin pour répondre à différentes questions. Et dans certains cas, ils voudront la relayer au présentateur principal là, qui sera moi-même ce matin. Donc, oui, c'est ça, Frédéric Lapointe, conseiller en évaluation, responsable plus fréquemment de l'évaluation de vos enseignements par les étudiants. Vous avez sûrement reçu des lettres à mon nom au cours de votre carrière, mais également conseiller en évaluation des compétences. Donc, j'offre des ateliers, des formations, des consultations individuelles sur tout ce qui a trait à l'évaluation formative ou sommative des étudiants. Nous avons ensemble 45, 50, 55 minutes. Ce sera un atelier probablement moins technique dans les fins détails que ce que vous avez assisté, ce à quoi vous avez assisté au cours des derniers jours. Donc, on va être un peu plus macro, un peu plus de l'ordre de la stratégie d'évaluation, mais on rentrera quand même là, dans quelques trucs pratiques parce qu'on a des objectifs à atteindre comme professeur et des trucs pratiques, c'est important pour les atteindre. Donc, je vais simplement vous présenter le plan de séance. Quelques secondes, je partage l'écran. Je crois que vous voyez bien ce que je vois. Mes collègues vont me faire un signe si on ne voit pas le plan. Donc, en introduction, oui? Vous n'avez pas activé votre partage d'écran. Je n'ai pas activé le partage. Alors, qui peut partager? Qui peut commencer? Voilà. Seulement l'autre. Voilà, seulement l'autre. Et je sélectionne. Voilà. Partager l'écran. Alors, est-ce qu'il le fait? Allez. Non, ça, c'est les options. Je clique. Voilà. Je vais chercher ça. Je partage. Et là, vous le voyez. Hein? Bon. Affirmatif. Voilà. Et vous voyez par ailleurs mon bureau hein, qui est à côté, là, ce que je vais cacher. Oh, voilà, en quelques secondes. Alors, discutons de trois enjeux, engagement, encadrement, validité, plagiat, et de trois axes, si on veut. Réorganiser vos évaluations, évaluer les travaux d'équipe et enfin, prévenir le plagiat. Relativement aux enjeux, nous donnons maintenant des cours essentiellement en ligne. Ça pose un défi particulier et le premier défi, qui est le plus important, mais qui n'est peut-être pas celui qui nous saute au visage, c'est celui de maintenir chez les étudiants un engagement constant dans le cours. Les étudiants ne sont pas n'ont pas ils ont un horaire, mais ils n'ont pas à prendre le métro, à se rendre en classe, à se déplacer. Il y a tout un rituel avec le fait de participer dans un cours. On y retrouve des gens qu'on connaît, on va discuter avec le professeur. Donc, le présentiel permet un engagement des étudiants un peu plus actif, un peu plus intense dans un cours. Également, les étudiants qu'on ne voit pas, c'est des étudiants qui sont un peu plus difficiles à encadrer. Donc, l'évaluation va devoir aider à relever ce défi de l'engagement constant des étudiants et de leur encadrement. Enfin, l'enjeu de la validité. On veut des évaluations qui vont permettre de mesurer l'atteinte des objectifs du cours, l'atteinte des compétences du cours, et on va le faire par des moyens qui ne nous permettent pas nécessairement d'observer des compétences dans l'action parce qu'on n'est pas forcément en présentiel.
aisément. On ne peut pas observer de visu les étudiants pendant qu'ils font leur travail. Les laboratoires se tiennent en présentiel. Vous êtes bien chanceux. Mais pour le reste, on ne peut pas les voir travailler. Donc, on est obligé d'utiliser d'autres stratégies. Enfin, il est compréhensif que ça stresse bien du monde. Les questions de plagiat se posent en tout temps pour l'évaluation, mais elles se posent également, en particulier, dans les cours en ligne où on n'a pas la capacité de faire une surveillance physique de l'étudiant pendant qu'il fait son examen ou qu'il est en train de livrer une performance ou de faire autrement un travail. Voilà. Donc, premier sujet, on va passer à peu près un 10-15 minutes par sujet. Réorganiser les évaluations. La première tâche à laquelle, si vous aviez eu un cours à l'hiver, et j'aurais pu vous sonder pour voir qui avait un cours à l'hiver, qui n'en avait pas, mais ceux qui ont eu un cours à l'hiver, vous avez très certainement eu à réviser les moyens d'évaluation qui étaient les vôtres et peut-être même à revoir la pondération des différents moyens d'évaluation de votre cours. Un conseil fréquent dans le contexte de pandémie que nous vivons va un peu à l'encontre de ce qu'on dit habituellement lorsqu'on donne des conseils sur l'évaluation de compétences. Ce qu'on dit en évaluation de compétences, dans une phrase, c'est que c'est quand l'étudiant a développé ses compétences qu'il faut l'évaluer, et c'est quand il a développé ses compétences, c'est à la fin. Donc, l'évaluation qui serait la plus valide, on prend l'enjeu de la validité, ce serait d'avoir une évaluation parfaite qui vaut 100% à la fin du trimestre. Oui, théoriquement, ce serait ça. Il y a le règlement pédagogique qui nous impose d'avoir au moins 2 évaluations. Mais là, dans un contexte de cours en ligne où l'évaluation ne pourra pas être parfaite, où il y a des préoccupations relativement au plagiat, on voudra certainement, et je vous encourage à le faire, de réduire l'importance de votre évaluation finale en termes de pondération pour adopter plutôt une forme d'évaluation davantage en continu avec beaucoup de moments d'évaluation ou d'occasions de donner de la rétroaction. Ça peut vouloir dire quoi, réduire l'évaluation finale? Mais si votre examen valait 60% du trimestre à la fin et que vous avez des doutes quant à la qualité de l'examen en ligne ou au niveau de surveillance, vous pouvez réduire ça à une portion plus congrue, par exemple, 30%. De cette manière-là, vous avez un plus grand nombre d'observations à l'intérieur d'un trimestre et vous pouvez avoir, de ce faisant, avec un plus grand nombre d'observations, une assurance plus grande que les étudiants qui ont une note donnée l'ont parce qu'ils ont fait un travail et non pas parce qu'ils ont réussi à se jouer de l'évaluation finale. Également, donc, réduire l'importance de l'évaluation finale ouvre la porte à un recours plus constant à différents modes de rétroaction, mais aussi, ça, deuxième conseil habituel de conseil pédagogique avec lequel on va peut-être exprimer une petite dissonance dans le contexte de pandémie, et peut-être utiliser des points notés en partie différentes activités de rétroaction. Et là, des activités de rétroaction, vous en avez probablement entendu parler dans les autres ateliers, mais je vais quand même situer quelques exemples. En mode enquête, c'est une activité dans Studium. En mode enquête, vous pouvez vous informer des préférences de vos étudiants, de l'expérience des étudiants également, de leurs caractéristiques, ce qu'ils ont vécu, dans quelle université ils viennent, quelle était leur formation. Bref, obtenir d'eux de l'information anonyme, par exemple, enquête, est intéressant pour ça. Et en particulier, dans mon cas, comme je monte à l'écran, je l'avais utilisé pour consulter les étudiants sur une modalité du cours. Les étudiants
c'est une variable importante de l'engagement. S'ils peuvent mettre du leur dans l'organisation du cours et faire des choix, ben, ça joue un peu également sur leur engagement. Autre exemple de rétroaction de méthode de rétroaction qu'on peut utiliser, bien, on peut utiliser des activités quiz qui permettent... Ah, mon partage d'écran est en pause, je le relance. Voilà, pardon. Alors, voilà. Ah, là, on le voit, vous êtes en train de partager votre écran. Voilà. Et donc, vous pouvez utiliser les activités quiz pour poser des questions aux étudiants qui les rendent actifs, qui les amènent à réfléchir au sujet du cours et à vous informer relativement à leur maîtrise, leur conception. Vous allez pouvoir valider s'ils ont compris ou pas. Et comme ce sont des activités qui permettent aussi, dans un sens, d'évaluer où ils en sont, ben, pour vous assurer que tous les étudiants y participent, ben, ça peut être une bonne idée, même si on ne le conseille pas toujours en temps habituel comme conseil pédagogique, de prévoir des points pour qu'une discipline s'installe et que les étudiants augmentent par ailleurs leur chance de réussir le cours en se livrant de façon assidue aux différentes activités. Enfin, j'ai d'autres exemples. Ça, c'en est un de type Classroom Assessment Technique où on demande aux étudiants ce qu'ils ont retenu ou ce qui était stimulant pour eux, mais il y a aussi d'autres façons de le faire. Par exemple, leur demander de s'auto-évaluer. Hein? Vous avez un grand nombre d'étudiants, vous ne pouvez pas leur passer des tests tout le temps, vous ne pouvez pas corriger toute votre vie, hein? C'est pas ce que vous faites, hein? Corriger toute votre vie, vous avez des choses plus intéressantes à faire, mais vous voulez savoir quel est le niveau de maîtrise des étudiants sur des sujets ou par rapport à certains concepts. Si ce n'est pas à la fin du trimestre, faites-leur donc confiance, demandez-leur. Vous pouvez même leur demander, un peu comme je l'ai fait dans ce cours-là, ils estimaient à quelle hauteur leur maîtrise d'un sujet avant et après votre intervention, qu'est-ce que ça peut avoir changé. Si vous voyez des indicateurs qui ne bougent pas et des étudiants qui disent « Ah, ça, je ne le comprends pas », ben ouais, assez rapidement, vous allez arriver à la conclusion qu'il vous faut revenir sur le sujet, proposer de nouvelles activités et vous n'aurez pas besoin de corriger des masses et des masses de documents pour le faire. Donc, une partie de ces activités de rétroaction vous permettent de sauver du temps, obtenir de l'information et si vous posez des questions qui ont un peu de substance, là, il faut que ce soit lié un peu aux objectifs, mais vous pouvez utiliser aussi les points. Alors, je reviens en terminant sur les points quelques instants parce que quand on construit un plan de cours, il faut être transparent à ce sujet-là avec les étudiants. Je reviens avec mon document Word, hein, rédigé à la hâte. Donc, un exemple de planification révisée. J'ai pris un de mes propres cours pour ces fins. Donc, auparavant, on a peut-être un plus petit nombre d'évaluations. Dans mon cas, j'enseigne l'évaluation, faire un examen ou faire une situation d'apprentissage et d'évaluation complexe. Ça, c'est un travail d'équipe et un examen. Et après, ben, on peut avoir une combinaison de moyens qui permettent d'évaluer les étudiants. Un exercice de rédaction de critique, 2 quiz, résumé de lecture, une analyse de portfolio, une activité d'auto-évaluation. Donc, vous voyez qu'à l'intérieur d'un trimestre, l'ensemble de ces activités permettent de provoquer quelque chose chez l'étudiant et entraîner un échange d'informations où soit vous êtes en train de donner du feedback ou c'est l'étudiant qui vous le donne ou ils s'évaluent entre eux. J'entends votre réaction d'avance, hein, mon Dieu, beaucoup de corrections. Oui, on doit donner du feedback, c'est évident, mais il faut utiliser le potentiel, de l'environnement numérique d'apprentissage. Hein, les quiz, ça se corrige tout seul. Si on utilise des questions à choix multiples et qu'on programme le feedback, même des mauvaises réponses. Enfin, il y a des ateliers là-dessus. Là. Je ne veux pas, encore une fois, rentrer dans les détails techniques. Mais de l'évaluation par les pairs, ça s'organise aussi. Il y a des moyens assez simples de le faire. Et il y a des moyens de le faire même dans le cadre d'un cours en ligne. Enfin, ben oui, à un moment donné, vous vous réservez l'évaluation de certaines
cette terme partie, que ce soit un résumé de lecture, l'évaluation même du travail d'équipe, ou encore, et là, j'ai triché un peu, je ne suis pas le conseil que je suis en train de vous donner. Moi, je donne autant de points à un examen final qu'avant. C'est comme ça, mais c'était 30 %. C'était pas 60 %. Les plus mathématiciens d'entre vous vont regarder ça et vont dire j'additionne, puis ça donne plus que 100 % monsieur. Vous êtes en mesure d'évaluation. Vous ne l'avez pas trop l'affaire. Bon, ici, il y a quelque chose que je vous invite à considérer. On peut avoir un grand nombre d'activités qui sont à la fois formatrices, porteuses d'informations sur le degré de développement de compétences. Il y a la note comme récompense qui fait un peu partie du portrait. Mais on peut aussi sélectionner, ou être très explicite avec les étudiants à ce sujet-là, en leur disant, bien, regardez, pour un certain nombre d'activités, on va prendre les 4 meilleurs résultats sur 5 activités parmi celles auxquelles vous vous serez livré, ce qui permet par ailleurs, j'ai un exemple ici, on le voit, ce qui permet par ailleurs à des étudiants qui pourraient avoir démarré lentement un cours et se faire évaluer sévèrement. On peut vouloir évaluer sévèrement les étudiants en début de cours pour, enfin, pas les discipliner, là, mais disons, les avertir, hein, stimuler leur effort, mais sans laisser de traces durables dans la note. Parce qu'on le disait tout à l'heure, quand on évalue des compétences, bien, ce qu'on veut, c'est qu'à la fin, on soit le plus proche possible du niveau de compétence et non pas que la note traîne une sanction de début de session. Donc, ici, je mets un exemple à l'écran. Vous pouvez avoir 5 notes de 10 points qui donnent 50 % de la note et effectivement, quelqu'un qui est absent ou rate ou c'est pas bien préparé va accumuler un retard. Mais si vous retenez seulement 4 ou 3 ou un certain nombre de notes parmi celles-ci en vue de constituer un score, bien là, tout d'un coup, vous avez moins de variance, puis votre note va coller probablement davantage au niveau de compétence de l'étudiant. Donc, je quitte le partage d'écran pour cette portion. Si je clique ici et mettre le partage d'écran en pause. Voilà. Et si je le quitte, comment je peux afficher en petit la vidéo? Et là, je reviens à l'écran complet. Pardonnez-moi cet intermède. Voilà, je masque. J'y reviendrai si des questions se posent sur cet aspect. Mais donc, vous voyez le concept. Et l'idée d'avoir un plus grand nombre d'évaluations répond aux 3 enjeux dont je parlais tout à l'heure. D'une part, susciter l'engagement de l'étudiant et l'encadrer, donc obtenir plus souvent de l'information au sujet d'étudiants qu'on ne rencontre pas, là, avec lesquels on ne discute pas entre les cours. On n'est pas présent, on n'est pas en classe, donc on a besoin d'avoir de l'information et l'environnement numérique d'apprentissage permet ça aisément. Ça nous permet aussi d'avoir une évaluation plus valide, moyennant le type d'ajustement dont je vous parlais, pas traîner nécessairement des situations où on donne un feedback sévère et que ça laisse une trace durable dans la note. Mais c'est aussi un élément de validité intéressant, c'est que lorsqu'on compte sur les étudiants pour soit s'évaluer eux-mêmes, l'auto-évaluation, soit pour évaluer leurs collègues, bien, ils se trouvent à intégrer davantage les critères même associés à la réussite de la tâche. Ils développent leurs compétences en évaluation. Et la compétence en évaluation, elle n'est pas banale, elle aide à savoir mieux utiliser les connaissances et les compétences du cours dans de futures situations, ce qu'on peut appeler dans le jargon le transfert des apprentissages. Et donc, de développer ça à travers des évaluations prévues à cette fin, bien, quand quelqu'un, à la fin, obtient une bonne note parce qu'il s'est livré à tout ça, bien, cette note, c'est pas bête que de l'associer à une plus forte probabilité que les apprentissages soient durables, que les compétences soient utilisées à bon escient et donc que la note soit valide. Enfin, le 3e enjeu, au niveau du plagiat, ben, quelqu'un qui, tout au cours de la session, se livre aux activités que vous avez soumises, ben, vous avez
probablement davantage confiance que pour cette personne-là, l'évaluation finale va être une formalité. Elle devrait réussir. Elle a suivi votre plan. Elle est prête pour faire l'évaluation. Elle se sent prête pour faire l'évaluation. Donc, la probabilité qu'elle soit tentée de plagier est beaucoup plus faible. Mais là, vous allez me dire, il y a le scénario inverse. Il y a des gens qui ne se livrent pas aux activités ou qui le font nonchalamment et qui, peu confiants face à l'évaluation finale, vont peut-être être tentés de tricher et ça peut arriver. Mais même si ça arrive, vous avez organisé la construction de la note de façon telle que quelqu'un qui est négligent par rapport à votre cours, c'est pas vrai qu'il va se classer parmi les gens qui ont les meilleures notes. Il ne va pas obtenir de bourse du CRSH. Il ne va probablement pas faire d'études supérieures. Bref, ça laisse une trace et ça vous permet d'être un peu plus confiant par rapport aux notes que vous rentrez à la fin du trimestre dans un bulletin. Donc, ceci dispose du premier aspect. On va prendre moins de 15 minutes, peut-être une dizaine de minutes sur la question des travaux d'équipe. Mais j'ai vu une main levée tout à l'heure. Farzine, est-ce que Oui. la personne peut poser une question? Moi, je suis prêt à prendre ça en guise d'interlude. Oui, c'est Madame Anne-Marie Tarabella. Donc, je vais vous donner la parole. Oui, merci beaucoup, très intéressant. Une question pratique sur Studium. La multiplication des évaluations fait que les étudiants ont parfois du mal à s'organiser. Y a-t-il un bloc ou un outil dans Studium qui permet de mettre en exergue toute l'information sur les évaluations, les dates, les pourcentages, les liens où cliquer, qui pourrait rester là toute la session, auquel les étudiants pourraient toujours se fier? Merci beaucoup. Moi-même, je ne suis pas un spécialiste de Studium, donc d'autres pourraient vous donner des trucs dans le clavardage. Moi, ce que je fais, c'est que j'organise un peu bêtement, peut-être, sous forme d'un calendrier, avec les activités dans le calendrier. C'est comme ça que j'organise Studium. Le carnet de notes est un défi pour plusieurs. Ça a été un défi pour moi. Mais on a des spécialistes qui peuvent vous guider sur ces questions, vous montrer comment, par exemple, on peut avoir des activités qui sont notées, mais qui contribuent 0 dans le carnet de notes. Enfin, il y a toutes sortes de nuances de ce type, mais je ne serai pas le bon spécialiste pour vous en parler. On a des webinaires pour ça, on a des conseillers pour ça, on a l'équipe Soutien Studium qui peut aussi être d'un précieux secours pour ce genre d'optimisation. Est-ce que j'ai une autre question, Farzine? Oui, et puis il y a des collègues qui m'aident aussi dans les réponses. Effectivement, dans les studios, vous avez le bloc de suivi d'achèvement qui vous permet de faire un suivi de quelle manière est-ce que les étudiants font les activités et puis il est aussi faisable d'extraire des rapports en fait, concernant la participation des étudiants à des tests, à des lectures, etc. Et c'est très pratique parce que vous ne voulez pas questionner 165 étudiants pour savoir est-ce que vous êtes perdu, pas perdu. Avec le rapport, vous le voyez. Et là, vous pouvez intervenir sur les 5, 10, 15 étudiants qui se sont peut-être désinscrits, ils vivent peut-être quelque chose ou ils ne prennent peut-être pas votre cours au sérieux. Vous ne le savez pas. Mais vous pouvez intervenir sur ces 5, 10, 15 étudiants parce que vous voyez dans votre part de progression qu'ils ne sont pas au même niveau que les autres. Et là, intervenir auprès de 5, 10, 15 étudiants, ce n'est pas comme avoir à intervenir auprès d'un très grand nombre. Donc, pour l'encadrement, l'organisation de l'environnement numérique d'apprentissage, mais encore faut-il qu'il y ait des données. Donc, prévoir des différentes activités, les noter, entre autres, pour motiver les étudiants, mais aussi, comme je disais, parce que ça accroît quelque part la validité de la note à la fin de la journée. Oui, et puis… Il y a une autre question? Je prends le prochain bloc. Je vais juste rappeler la formation que nous avons cet après-midi avec mon collègue André Laflamme concernant vraiment les carnets de notes, les évaluations dans les studios. Oui, lui connaît ça. Alors, on va donner la parole maintenant à Mme Anne-Marie Fauché. Vous avez la parole. On ne vous entend pas encore. Bon, est-ce que vous m'entendez? Oui. Cette fois, on vous entend. D'accord.
Concernant votre exemple, où vous avez, par exemple, 5 évaluations et vous n'en sélectionnez que les 4 meilleures, est-ce que ça peut être automatisé dans Studium pour ceux qui ont des très grands groupes, là, autour de 100 et même de 200 étudiants? Est-ce que vous savez si ça peut être automatisé dans Studium? Question pour un plus grand spécialiste de Studium que moi. Donc, j'imagine que mes collègues pourront répondre dans le clavardage. Moi, je ne vois pas le clavardage, donc je ne peux pas reprendre leurs questions pour tout le monde, mais certainement que quelqu'un vous répond en ce moment même. Autre question? Non, il n'y a plus de main levée. Très bien. Donc, au sujet du travail d'équipe, un petit 5-10 minutes là-dessus. Le travail d'équipe, pas simplement dans les grands groupes, mais dans des groupes de toute taille, pour de bonnes raisons. Frédéric, désolé de t'interrompre, parce qu'on voit toujours ton écran avec voilà, 5 Le partage d'écran est en pause. Je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. Super. Ça marche? Oui. Parfait. Donc, il y a de bonnes raisons d'utiliser le travail d'équipe. Parce qu'un travail de grande envergure nécessite une collaboration de plusieurs étudiants ayant des compétences différentes. Parce que la compétence de coopération fait partie des objectifs du cours. Mais je ne suis pas gêné de le dire, là, si on a de très grands groupes corrigés, c'est en concurrence avec le feedback. Donc, de réduire la tâche de correction fait aussi partie du jeu. Mais on sait que les travaux d'équipe sont une préoccupation importante en termes de validité de l'évaluation et sans parler directement de plagiat. C'est-à-dire que vous en avez eu l'expérience, là. Des étudiants sont dans des travaux d'équipe, ils n'y ont pas contribué. Ils n'y ont pas contribué parce que les autres membres de l'équipe ne les laissent pas contribuer, ou ils n'y ont pas contribué parce qu'ils se sont entendus de la sorte, ou ils n'y ont pas contribué parce qu'ils se sont répartis la tâche entre plusieurs cours et c'est la même équipe dans chacun des cours. Enfin, vous connaissez le problème. Et donc, puisqu'on est maintenant à distance et qu'on ne peut pas les observer en train de faire le travail d'équipe en classe, hein, on peut réserver des moments pour le faire ou tenir des rencontres avec eux physiquement pour les prévoir, pour encadrer leur travail. Donc, on doit utiliser d'autres méthodes. Mais avant de parler des méthodes d'évaluation et d'observation, peut-être un point important, puisqu'on est en situation de collaboration à distance, y compris pour les étudiants, bien, parmi les usages qu'on peut faire du mode enquête ou des modes de questions-réponses des étudiants, ça peut être une bonne idée de leur demander s'ils sont à l'aise avec un logiciel ou un autre de collaboration en vue de réaliser des travaux ou simplement de coopérer. Et une fois que vous avez cette information sur qui est habitué avec quoi, bien, comme de toute façon, vous ne laisserez pas vos étudiants se constituer des équipes à leur guise parce qu'ils ne sont pas dans la classe, là, ils ne peuvent pas se faire des sourires ou des clins d'œil. Vous allez probablement imposer une répartition des gens dans les équipes. Bien, en ayant des informations sur vos étudiants, sur leurs compétences informationnelles, on pourrait dire, vous pouvez vous assurer qu'il y en ait au moins un dans chacune des équipes qui est, du moins suivant sa déclaration, habile avec un mode de travail en collaboration ou un mode de délibération, un mode de coopération. Donc ça, c'est un exemple de rétroaction, de feedback qu'on veut de leur part si on a à organiser du travail d'équipe. Maintenant, le travail d'équipe, généralement, ça se déroule sur un certain nombre de semaines. On veut les encadrer, on ne veut pas se retrouver à la fin du trimestre avec des mauvais travaux ou avec des gens qui crient à l'aide. Et donc, vous le faites peut-être déjà, mais il est bon de demander aux équipes de documenter leur processus. Ils peuvent documenter leur processus de toutes sortes de façons. Ils peuvent tenir de très brefs procès-verbaux de leurs échanges. Vous ne voulez pas savoir ce que chacun dit, mais simplement avoir une trace de qui est là pour jaser de quoi, ça va vous aider à trancher des situations qui autrement pourraient être difficiles si c'est il a dit, j'ai dit et il faut trancher là-dedans. Vous pouvez également demander des travaux, des
textes intermédiaires ou des travaux intermédiaires, donner de la rétroaction sur des plans qui vous remettent à une date que vous pouvez exiger pour voir que tout le monde a avancé à un certain niveau. Lequel dépôt de plan peut inclure ou non le fait que qui a participé, qui a fait quoi dedans. Vous pouvez obtenir des brouillons dans lesquels il y a des traces de collaboration, de révision de documents. Et encore une fois, c'est une trace qui permet de voir si tous les membres de l'équipe ont apporté du sien et à la charge de l'équipe de dire si c'est quelqu'un en particulier qui a fait le brouillon et donc qui n'a pas procédé à faire des révisions. Donc, avoir des traces en cours de route. Donc, ça permet de disposer un peu de la question de est-ce que quelqu'un a contribué, pas contribué, et en même temps, vous encadrez ce qui se passe. Vous pouvez aussi demander aux étudiants de faire une évaluation de la participation des collègues et une auto-évaluation de leur propre participation. On peut s'attendre à ce que les résultats soient assez uniformément favorables aux étudiants. Ils vont avoir cette tendance-là, mais l'exercice lui-même est une bonne façon de rappeler, à travers les questions qu'on pose, ce qu'on entend par un travail d'équipe harmonieux. Donc, ça a quand même une certaine vertu. Et pour les étudiants eux-mêmes dans leurs équipes, s'ils savent qu'ils peuvent signaler par ce moyen-là la contre-performance ou la contribution inférieure d'un collègue, ça peut peut-être réduire les tensions au sein d'une équipe et vous apporter une information utile que vous voudrez peut-être corroborer par ailleurs. On ne peut pas toujours prendre des évaluations des étudiants pour de l'argent comptant, mais conseil important dans les circonstances, si vous faites de l'évaluation par les pairs, il faut trouver une manière la plus simple possible de le faire. Il ne s'agit pas de vous empêtrer dans des fichiers Excel interminables avec des opinions croisées pour quelque chose qui va vous donner une deuxième décimale dans votre note sur 4.3. On s'entend. Donc, il faut le penser davantage en termes pédagogiques, mais ça peut quand même contribuer à la note. Enfin, vous voulez pouvoir évaluer les acquis de l'étudiant individuellement réalisés dans le cadre du travail d'équipe. Et un document écrit avec 3 signatures ne vous permet pas de le faire. Une présentation orale de l'équipe scriptée, parce qu'il se prépare, ne vous permet pas non plus de le faire. Ça peut être intéressant pour forcer l'équipe à être prête et à avancer le travail parce qu'ils ne veulent pas s'humilier devant leurs collègues. Là. Ça peut être utile, une présentation orale, mais ce n'est pas un moyen optimal pour valider que l'étudiant a avancé et a développé les compétences auxquelles vous vous attendiez. Donc, dans le contexte qu'on vit, je vous soumets 2 alternatives et dépendamment probablement de la taille de votre groupe, vous choisirez l'une ou l'autre. Celle que, j'ai essayé les deux, mais celle que j'utilise maintenant plus fréquemment, c'est de poser une question à chaque membre de l'équipe, en fait à tous les étudiants, à laquelle ils doivent répondre en guise de conclusion du travail d'équipe. Les conclusions de travaux d'équipe, vous en avez lu, ils vont dire « ça s'est bien passé, c'est intéressant ». Vous ne lisez pas ça, là. Vous ne donnez pas de note à des conclusions quand ce sont de telles généralités. Mais là, vous pouvez poser à chaque individu une question plus conséquente. Ce travail, ce produit que vous venez de livrer, est-ce que vous, comme psychoéducateur, comme optométriste, est-ce que vous vous en serveriez? Pourquoi? Là, ça ouvre à autre chose. Ça demande le jugement, ça demande de revenir sur ce qui a été fait, c'est autre chose. Ça peut être plus banal de type, c'est quoi les forces, faiblesses du travail? Bon, ça, c'est probablement plus facile. Si vous aviez à refaire ce travail, si vous l'aviez fait en individuel, vous feriez quoi? Bon, au fond, n'importe quelle question qui amène à prendre globalement ce qui vient d'être fait et le projeter, soit pour l'évaluer ou pour l'utiliser. Et là, vos étudiants, ils vont, je vous le dis en connaissance de cause, là, ils vont être très différents les uns des autres. Il y en a qui vont, en une page, être capables de tenir un propos qui va vous convaincre que cette personne-là mérite un A, pour la portion individuelle du moins. Et il y en a d'autres qui vont vous dire « J'ai bien aimé mes coéquipiers, c'était très intéressant. » Et à ceux-là, vous mettrez un D.
Et au global, ça fait qu'ils n'auront pas la même note hein, dans le travail d'équipe. Et sachant qu'ils vont être évalués sur un plan individuel, mais peut-être qu'ils s'investiront davantage dans le travail d'équipe plutôt que de s'imaginer que simplement en signant ce travail puis en faisant le travail pour l'autre coéquipier dans l'autre cours, ils vont s'en tirer. Donc, la conclusion individuelle, c'est un bon moyen. Un autre bon moyen que j'ai expérimenté, mais c'est avec des groupes de 45, là, pas des groupes de 160, c'est de prévoir un bref entretien individuel avec la personne. Et là, ben, mine de rien, Zoom, Teams, n'importe quoi qui permet d'enregistrer par ailleurs la courte conversation, ben, c'est facilitant. Remarquez, on pouvait le faire avec un dictaphone, là. Mais maintenant, on est capable de le faire en cliquant 2-3 boutons et on a des enregistrements. Donc, si plutôt que d'avoir une trace écrite, vous voulez croquer les gens sur le vif, à la limite, poser une question précise sur le travail et voir si l'étudiant est capable de développer autour, après avoir corrigé le travail. Hein, par exemple, vous l'avez fait à la mémoire, vous venez de le corriger, vous convoquez les étudiants après l'autre, vous leur posez une question. Mais là, vous allez voir si quelqu'un regarde le plafond, bafouille, si ce n'est pas un élément de personnalité, mais vous allez capter les passagers clandestins de ceux qui ont réellement fait le travail. Donc, ce n'est pas banal le travail d'équipe, ça va probablement représenter, même en remplacement des examens qu'on ne peut pas tenir en présentiel, toujours une bonne proportion de la pondération dans nos cours. Donc, il est important d'avoir, plus que jamais, une dimension d'évaluation individuelle dans le cadre du travail d'équipe. Par ailleurs, vous en avez probablement l'expérience vous-même. Quand on donne un travail d'équipe à faire, on peut donner 30, 40 points, enfin un volume conséquent, une pondération conséquente de la note, mais en pratique, même si les forts se tiennent souvent avec les forts, puis les plus faibles avec les plus faibles, il reste que ça a un effet de réduction de la variation des notes. Ils coopèrent. Donc, il n'y a pas une différence énorme entre les notes des individus parce que, justement, ils sont en équipe, ils coopèrent. C'est des documents, généralement, ils font leur travail, c'est des documents conséquents. Ce qui fait qu'on a beau donner beaucoup de points à un travail d'équipe, c'est pas ça qui fait la différence dans la note. Et si tout le monde a entre 32 et 36 sur 40, ça ne fait pas une grosse différence dans la note. Mais si vous introduisez un aspect individuel de l'évaluation et que pour cet aspect individuel, vous percevez des grandes différences, bien finalement, votre note va être davantage représentative des différences entre les individus que de l'importance de la pondération du travail d'équipe. Ce n'est pas la même variance. Enfin, là, je rentre dans des considérations un peu statistiques, mais vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire que vous voulez que les notes représentent à la fois le mérite, le niveau de développement des compétences des étudiants, et on n'est pas obligé d'avoir une très grosse portion d'un travail d'équipe qui est évalué en individuel. On a besoin d'être capable d'être sévère et de faire la différence entre les uns et les autres dans la portion individuelle. Et la portion collective, mais elle peut très bien ne pas trop varier en termes de notes. Est-ce que j'ai des questions sur ce volet? Le temps file, il nous reste un autre 20 minutes où on pourra parler d'examen et, encore une fois, d'adaptation au risque de plagiat. 2 participants ont levé la main. Oui, Frédéric, il y a 2 personnes. Madame ou Monsieur Blais, je vous donne la parole. Oui, bonjour. J'aimerais avoir votre avis sur le fait de pondérer la note individuelle de chaque membre d'une équipe en fonction de l'appréciation que les autres font de sa participation à l'équipe. Par exemple, chacun va évaluer la participation des autres, soit dans le contenu, soit dans le contenant, les relations, tout ça. Et si quelqu'un a une note de 10 sur 10, ben, il y a la note de l'équipe. S'il y a une participation de 5 sur 10, ben, il y a une note plus basse, pas nécessairement 50%, mais pondérée, etc. Oui, il y a 2 situations. La première, disons que c'est mécanique. Automatiquement, l'évaluation par les pairs se retrouve dans la note de l'étudiant par voie de facteurs d'ajustement ou parce qu'il y a des points réservés à ça. Quand c'est automatique, j'ai tendance à dire de ne pas, de limiter l'effet. C'est important qu'il soit là. Ça peut avoir un effet de discipline, ça peut avoir un effet de justice, mais parce que les étudiants ne sont pas les évaluateurs professionnels
que nous sommes, moi, je ne voudrais pas que ça ait un effet décisif sur la note. Maintenant, si on est en mesure de corroborer l'évaluation qui est faite par les pairs, parce qu'il y a une dimension par ailleurs individuelle à l'évaluation et que même les étudiants qui ont une appréciation, on peut imaginer ça, qui ont une appréciation juste de la contribution et des compétences du collègue, on peut même penser que le fait qu'il ait eu raison mérite une appréciation de la part du professeur et à l'inverse, des gens qui ont eu tort, donc n'ont pas manifesté une bonne compétence en évaluation, ben, eux pourraient avoir un malus. Mais pour limiter les choses à ceci, je dirais, si c'est automatique et qu'on ne peut pas contrôler les défauts des étudiants, limiter l'effet, mais si on est capable de valider l'avis de l'étudiant, là, on peut magnifier l'effet. Parce que ma question, c'était évaluer la participation dans l'équipe. Quelqu'un qui, je ne sais pas, il n'a pas contribué ou il n'est pas venu aux réunions, il ne mérite pas la même note que les autres. Ben, on peut vouloir le savoir, mais si on laisse les étudiants seuls juges, ils ne sont pas tous bien intentionnés. On peut sous-traiter une partie du travail de rétroaction et accorder des points dans ce processus, mais encore une fois, si on dit à l'étudiant, tu peux planter ton collègue et lui enlever des points, puis moi, je ne contreverrai pas ce que tu fais, je vous soumets que c'est mieux que ce soit à la marge. Oui, d'accord. Merci. Autre question. Oui, il y a une deuxième question de Madame Hélène Lagacé. Je vous donne la parole. Merci. Merci. Ma question concerne la pondération. Par exemple, si on a un travail d'équipe, mettons qu'on met 30% pour le travail d'équipe, de votre expérience que vous avez vécue, quelle est la proportion pour la portion individuelle? Comment vous établissez le rapport? Ben là, c'est moi. Je ne veux pas dicter une conduite plus qu'un autre, mais pour ma part, avoir un travail qui vaut un travail d'équipe d'ampleur, qui prend le 2/3 du trimestre à faire et qui vaut 40% de la session, j'ai besoin qu'il y ait 30 au volume de travail d'équipe, au produit lui-même, et 10 à l'évaluation individuelle. Mais je fais ça parce que, par ailleurs, moi, je me permets d'être très sévère avec la portion de 10. Ce qui fait qu'en pratique, les gens ont autant de risques de perte de points avec la portion individuelle qu'avec la portion d'équipe. Et en ce sens-là, ben, que ce soit 30-10 ou 25-15, c'est la variance qu'il faut regarder. Mais disons, comme règle du pouce, si vous êtes sévère avec l'évaluation individuelle, ça peut être une proportion de 3 et 1 pour la portion d'équipe et la portion individuelle. Oui, Frédéric, il n'y a plus de main levée. Les gens sont impatients de t'entendre aussi sur la question du plagiat. Parfait. Sur la question des examens et du plagiat, je repars mon compteur. Bien. Donc, vous faites probablement encore des examens. Certains ont converti leur cours pour avoir des travaux. C'est très bien. Je ne déconseille pas la chose. Mais on a probablement encore besoin d'examens. Le CPU, si vous n'avez pas consulté ces documents, je vous invite à aller les chercher. Sur le site du CPU, nous avons divers guides, des feuilles pratiques avec une grille d'analyse et aussi un guide un peu plus étendu. Quand je dis étendu, c'est quelques pages, avec un ensemble de trucs et de considérations. Je vais en faire un bref résumé, mais vous retrouverez l'essentiel sur le site du CPU. Donc, que craint-on au fond lorsqu'on met un examen en ligne? On craint de donner des règles aux étudiants. Par exemple, n'utilisez pas Google, prenez pas le manuel format papier que vous avez dans le cours parce que je veux pouvoir tester vos connaissances sur un sujet, votre capacité de raisonnement, votre capacité de résolution de problèmes. On ne veut pas qu'ils communiquent entre eux. Bon, donc on ne veut pas que des choses qui n'étaient pas possibles en classe et qui le deviennent en ligne surviennent. Là, il y a une panoplie de moyens qu'il faut envisager et pour utiliser une image, pensez à un tamis
ou, dépendamment de ce que vous mettez dans le tamis, bien, ça va s'arrêter quelque part là, dans l'entonnoir. Je vous dirais que la première chose à considérer, c'est, je le disais tout à l'heure, le poids de l'examen, mais la formule même de l'examen. S'il y a un très grand risque que l'étudiant puisse copier ses réponses en échangeant avec quelqu'un d'autre, il est peut-être mieux de demander un travail personnel sur la base duquel, par ailleurs, vous pourriez vérifier que c'est bien lui l'auteur, soit en l'interrogeant ou enfin de différentes manières. Mais disons que vous faites un examen. Deuxième étape, c'est de vous demander, est-ce que les règles que je veux imposer pour faire l'examen, est-ce que je les maintiens, considérant qu'on ne peut pas être en classe et les contrôler aisément? Exemple, ben oui, si vous avez un grand nombre de petites questions à choix multiples, ben peut-être qu'il faut considérer utiliser un autre moyen d'évaluation où l'étudiant a à construire une réponse originale, où il a à résoudre un problème, où il a à affronter un cas. Et donc, dans ces cas-là, comme la réponse n'est pas donnée nulle part, elle est donnée par l'étudiant et il doit mobiliser des connaissances et apporter une réponse originale. Donc, elle n'est pas donnée nulle part. Ben, d'interdire l'usage de la navigation Internet ou d'un manuel n'a pas tellement de sens parce qu'il pourrait en avoir besoin pour construire sa réponse et c'est de toute façon le fruit de son travail. Donc, pas de règles à violer, pas de plagiat. Mais peut-être que ce n'est pas le genre d'évaluation que vous voulez faire. Peut-être que vous voulez une évaluation où ce sont des questions de vérification de connaissances et ça demeure possible de le faire. C'est plus délicat sur le plan technique, mais c'est possible de le faire. Première variable, vous pouvez limiter le temps avec le temps à la disposition de l'étudiant pour faire l'examen. J'ai des feedbacks d'étudiants en masse dans ce dossier-là. Je peux vous dire qu'ils sont très nombreux à nous dire que parfois on contrôle pour pas grand-chose parce que les questions, il faut répondre à un laps de temps très court. Ce n'est pas un génie en herbe, là, mais il faut répondre à un laps de temps très court, ce qui fait que la personne qui va sur Google ou qui fouille dans son livre, il ne finira pas l'examen. Donc, il va avoir une note qui va représenter son manque de connaissances. Il est aussi possible, mais là, c'est peut-être pour des joueurs de ligue avancée, d'avoir des banques de questions avec des questions en nombre suffisant pour qu'elles apparaissent aléatoirement, dans un ordre aléatoire, ou même que ce soit des questions différentes d'un étudiant à l'autre. Donc, générer de façon aléatoire des versions d'examen. Ça se fait. C'est compliqué. Il faut avoir des questions équivalentes. C'est un beau problème de docimologue comme je suis, mais ça se fait. Donc, si vous avez une telle chose qu'une banque de questions ou que vous aimez beaucoup en rédiger et que vous avez des moyens de les valider, vous pouvez utiliser ce moyen-là. Mais sinon, la voie à emprunter est vraiment celle de la transformation de votre examen en quelque chose d'éminemment personnel de l'étudiant. La forme de sa réponse, les choix de valeurs qu'il fait, il manifeste ses connaissances à travers l'explication de ses choix de valeurs. Enfin, vous pouvez fonctionner de façon un peu indirecte là, pour obtenir l'information que vous voulez. Vous pouvez aussi demander à l'étudiant une production analogue à ce qu'on fait dans un examen, c'est-à-dire dans une durée de temps circonscrite. Je pense à des calculs, des graphiques, des schémas. Ce n'est pas obligé d'être sur Studium. On peut imaginer une période donnée pour un examen où on demande à l'étudiant de résoudre un problème et de créer un schéma. Et il doit transmettre sa création sous forme de photos, sous forme de fichiers informatiques à son professeur ou via Studium, via un téléchargement de fichiers. Et là, ben, comme c'est, à la limite, on peut même demander à l'étudiant de signer là, le dessin, le graphique ou enfin son œuvre. Et ben, on a un peu plus de certitude que c'est bel et bien lui qui l'a fait, puisqu'il ne pouvait pas demander à quelqu'un d'autre 3 jours avant là, de le faire à sa place. Et donc, ce n'est pas nécessairement toujours à travers l'interface Studium non plus là, que l'examen se réalise. S'il s'agit d'utiliser un autre logiciel, ces choses-là se font. Plusieurs posent la question, est-ce qu'on peut utiliser, est-ce qu'on devrait utiliser
une forme de vidéosurveillance. Là. Par exemple, Zoom permet de voir les étudiants travailler. Vous avez peut-être déjà assez d'expérience avec le logiciel pour savoir que vous ne pourrez pas regarder 165 caméras et avoir une observation là, en temps réel. Si vous avez 25 étudiants, c'est autre chose. Vous pouvez les observer. Autrement, l'utilisation la plus courante de Zoom, c'est de vous rendre disponible durant l'examen. Mais là, il ne s'agit pas d'avoir 165 caméras ouvertes. Il s'agit d'avoir la vôtre ouverte et un canal de communication disponible. Donc, vos étudiants, on peut organiser l'évaluation de telle sorte qu'il y ait moins de règles ou que ce soit plus facile de contrôler le fait que l'étudiant est l'auteur, mais il faut travailler aussi sur les motivations de l'étudiant à plagier. Et les motivations, quelles sont-elles? Bien, l'importance que l'étudiant accorde à son cours et au processus d'évaluation, c'est pour lui, ce n'est pas important. Violer le contrat pédagogique, c'est quelque chose de plus probable. Si l'étudiant pense qu'il va échouer, si durant le cours, il n'a pas eu suffisamment d'indices sur le fait que l'évaluation, non seulement il va la réussir, mais il devra avoir du plaisir à la faire parce que tous les morceaux, ou même durant la répétition générale, il a reçu le feedback qui convenait. Donc, et en bout de piste également, oui, il y a l'application des normes de l'université et on fait ce qu'il faut pour les rendre visibles. Il y a un code d'honneur à cocher comme activité préalable aux différents examens. Vous avez certainement vu ça dans Studium, mais il importe aussi vous-même comme professeur de rappeler ces règles. Les étudiants, à l'occasion, quand on les sonde, on leur demande « ça, est-ce que c'est du plagiat? » « Ah non. » Et ça, est-ce que c'est du plagiat? Non, je ne pense pas. Et ce sont clairement des situations de plagiat. Donc, même si l'étudiant, par principe, se dit qu'il ne veut pas plagier, que c'est mal de plagier, savoir qu'est-ce que c'est que plagier, parfois, c'est l'objet d'un malentendu. Donc, il est important de rappeler ce dont il s'agit, de rappeler qu'il y a des sanctions associées à ces comportements. On sait qu'il n'y aura pas 10 000 signalements et 1000 cas devant les tribunaux de plagiat. On s'entend qu'on est dans le registre de la dissuasion et non pas de la persécution, si on me permet l'anglicisme. Mais néanmoins, il est important qu'on rappelle la valeur du cours, qu'on convainque les étudiants qu'il faut jouer le jeu, qu'ils vont réussir. Ils n'ont pas besoin de plagier pour réussir. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Puis les autres, on les surveille un peu plus. Et enfin, qu'il y a des normes. On le rappelle avec le code d'honneur, mais il faut insister, décrire, etc. Et enfin, oui, il y a vous le savez probablement, vous avez peut-être fait vos recherches. Il existe des solutions de vidéosurveillance qui sont expérimentées dans d'autres universités, qui sont objets de débat, qui sont à un stade expérimental à l'Université de Montréal pour le moment. Donc, c'est une utilisation qui est marginale. C'est la raison pour laquelle on insiste vraiment, je reviens au tamis, on insiste vraiment sur les différentes étapes pour vous amener à choisir le moyen le plus simple et le moins invasif possible pour évaluer vos étudiants. Sur ça, on a encore du temps pour des questions. Oui, Frédéric, il y a une question de Madame Lateki. Vous avez la parole. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, parfait. Merci, bonjour. J'ai deux questions. La première, c'est que j'aimerais savoir si, justement, pendant l'examen, mais aussi pendant un cours quelconque en Zoom, à un grand auditoire, on a le droit de demander à un étudiant ou à un certain groupe d'étudiants de allumer caméra. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est considéré comme violation d'intimité de l'étudiant? Parce que pendant l'examen, ça peut être, peut-être, ça peut aider à voir si les étudiants travaillent de façon autonome. Donc ça, c'est ma première question, qui est une question d'éthique. Deuxième question, ça concerne l'examen réflexif de type dissertation.
qui d'un côté est un type d'examen qui évidemment pose un problème qui demande une réponse originale et réfléchie, donc moins de chances disons, de plagiat, mais de l'autre côté, ça pose un grand problème de plagiat, de copier-coller de l'Internet. Donc, je veux avoir votre opinion là-dessus. Ouais, si quelqu'un est assez stupide pour tirer de l'Internet et que vous avez un doute au sujet de certains passages, vous pouvez faire une rétro-recherche, si j'ose dire. Je ne conseillerais pas ça à un étudiant qui veut plagier. Mais oui, il y en a qui le font et lorsqu'on remarque que ce n'est pas, par exemple, le même type de langage que ce qu'on a vu dans les activités, les autres évaluations, ben oui, à ce moment-là, vous pouvez enquêter davantage. Vous le ferez avec certains cas qui vous sautent aux yeux. Vous ne le ferez pas avec chacun de vos étudiants. Là, on s'entend là-dessus. Sur l'utilisation de la vidéo, je vous soumets que les autres moyens peuvent probablement suffire. Nous n'encourageons pas l'utilisation de la surveillance vidéo via Zoom pour des fins de contrôle de ce qui se passe devant l'écran, mais vous pourriez considérer que ça fait partie des règles que vous fixez dans votre plan de cours et que, conséquemment, les gens qui seraient complètement contre cette manière de faire, ben, ils auraient certainement à avoir une discussion avec vous. Mais les étudiants qui font leur examen, ils peuvent le faire de chez eux, peuvent le faire assis sur un banc en pompant le Wi-Fi de l'université. Enfin, on n'est pas nécessairement contraint, condamné à être dans le domicile de quelqu'un. Mais par ailleurs, en pratique, on peut demander aux étudiants de collaborer, mais il arrive quoi si un étudiant dit « ben non, je n'ai pas de caméra ». Il y a des limites à ce qu'on peut vérifier, valider par ailleurs, sauf si on en a fait une condition de participation au cours. Si pour un cours, on dit qu'il faut absolument avoir tel type de matériel ou tel type de surveillance, c'est une chose. Mais je vous répète qu'ils n'aiment pas beaucoup ça et qu'on ne veut pas nécessairement avoir à utiliser des moyens extrêmes pour s'assurer que chacun s'y conforme. Et donc, le TAMI, vraiment épuiser toutes les autres possibilités avant d'envisager. Autre question? Oui, prochaine question de M. André Piget. Je vous donne la parole. En mute, OK. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. OK. Donc, ce n'est pas plutôt la question. Je voulais juste partager avec tout le monde la façon que moi, j'enseigne. J'enseigne dessin. Je me spécialise en enseignement de dessin de toutes sortes, d'architecture, design, perspective, etc., etc. Et moi, comment je travaille depuis mars dans plusieurs institutions éducatives, j'utilise le logiciel, bien sûr, et pour s'assurer que chaque étudiant travaille comme il faut, je dessine avec eux. Donc, je l'explique toute théorie et pratique en direct, et chaque étudiant est obligé de me suivre dans le temps réel. Donc, tous les exercices que j'ai faits sur l'écran d'ordinateur, dans le logiciel, eux, ils doivent les faire sur le papier devant l'ordinateur. Et simplement, ils n'ont pas option de faire quelque chose, quoi que ce soit à la maison, sauf bien sûr les plusieurs exercices et les devoirs basés à la pratique directe qu'ils ont avec moi pendant les cours, durée des cours. Et quelquefois, j'enseigne même 8 heures. Donc, tout le temps, les étudiants sont engagés. Ils ne peuvent pas vraiment faire rien ou l'autre. Et après, je les demande de m'envoyer les dessins qu'ils ont fait pendant la session. Et pour moi, ça, c'est la meilleure façon d'évaluation et de savoir qui a fait quoi et comment. Et je les corrige. C'était facile de corriger les dessins qui sont envoyés parce que je les vois, je les juste corrige avec différents crayons rouges ou quoi que ce soit. J'indique qu'est-ce qui n'était pas correct, qu'est-ce qui peut améliorer, etc. Donc, je voulais juste partager la façon dont je travaille et je m'assure à ce moment-là de savoir qui vraiment suit comment
et ces performances personnelles sont très claires pour moi. Okay? Et je peux aussi aider quand je vois qu'il y a un étudiant faible qui ne suit pas, qui a problème avec la ligne droite, etc., la perspective, etc. Au fond, vous êtes, je suis obligé d'arrêter parce qu'on passe à un autre, l'heure avance, mais au fond, vous êtes comme un membre de l'équipe, c'est-à-dire que vous êtes inséré dans le travail, dans la progression de l'équipe et forcément, vous êtes témoin de ce que chacun peut faire. C'est quelque chose qu'on peut effectivement organiser, là, même si on est à distance, puis on n'est pas dans la classe en train de répondre aux mains levées, puis d'aller aider chacune des équipes. Donc, vous voyez, c'est possible d'avoir une forme d'encadrement, et lequel encadrement permet non seulement de les aider à faire leur travail, donner du feedback, mais également d'avoir plus d'assurance quant à la validité des notes qu'on leur donne à la fin. Je remercie tout le monde. Il est, ma foi, midi. Donc, je dois vous quitter. Je vous remercie pour votre participation. J'espère que la semaine se passe bien pour vous. Si vous avez des questions, les conseillers du CPU sont là pour vous assister et vous conseiller, non seulement durant les webinaires, mais à l'année longue. Au plaisir. Merci.